Analyse préliminaire. Thème, la manipulation psychologique. L'abus de faiblesse envers les personnes âgées. La cupidité dissimulée sous le masque de l'amour. Et la résilience de l'esprit humain. Structure en 3 actes. Acte 1, présentation d'une vie de famille apparemment parfaite. Éléonore, veuve et heureuse dans sa maison, adore sa belle-fille, parfaite. Chloé. Malgré les avertissements de sa voisine cynique. Martine. Un premier malaise physique sert d'élément déclencheur à Chloé pour commencer sa manipulation. Acte 2, Éléonore subit un AVC qui la laisse paralysée et muette. Chloé prend le contrôle total. L'isolant. Sapant sa guérison et manipulant son fils Thomas par des mensonges financiers. Elle finit par faire signer à Éléonore des documents lui donnant tout pouvoir. Puis la convainc de vendre la maison pour financer une maison de retraite de luxe. Acte 3, poussée à bout. Éléonore provoque un incident qui révèle une clé cachée. Martine, l'amie fidèle, s'empare de la clé. La vérité éclate lorsque Thomas découvre dans un coffre-fort le testament et les preuves de la supercherie de Chloé. Chloé est démasquée et chassée. Éléonore, avec l'aide de son fils repentant, entame une lente reconstruction. Conflit central, Éléonore, prisonnière de son propre corps, doit trouver un moyen de révéler la véritable nature de Chloé à son fils aveuglé avant de tout perdre. Personnages principaux, Éléonore, la protagoniste. Chloé, l'antagoniste. Thomas, le fils pion. Secondaire, Martine, l'allié. Adaptation culturelle et linguistique, France français. Le silence dans ma chambre était une chose vivante. Il pesait sur moi. Lourd comme une couverture de laine en pleine canicule. Mon corps, autrefois mien, était un traître. Le côté gauche était un poids mort. Un pays étranger que je ne pouvais plus visiter. Ma voix, qui avait raconté des histoires à des générations d'élèves, était prisonnière dans ma gorge, capable seulement de sons informes et frustrés. Mais mes oreilles fonctionnaient encore parfaitement. Et c'était la partie la plus cruelle. Depuis le salon, je pouvais l'entendre. Chloé, ma belle-fille. Sa voix n'était pas celle que je connaissais. La douceur mielleuse habituelle avait disparu, remplacée par quelque chose de tranchant et de froid. Comme un éclat de glace. C'était sa voix de téléphone. Sa voix professionnelle. Une voix que je n'aurais jamais dû entendre. Non. Il ne se doute toujours de rien, dit-elle, d'un ton sec et efficace. Thomas est sentimental. Il se fera une raison une fois que ce sera fait. Une pause. Je pouvais l'imaginer arpentant le parquet. Ses talons chersonnant le glas de la vie que je connaissais. Lancer simplement la procédure. La maison devrait être mise en vente d'ici vendredi. Avec le marché actuel, elle sera vendue en moins d'1 mois. La maison. Mon mas. Le mas où j'avais ramené mon fils. Thomas. À sa naissance. Le mas où mon mari. Richard. Avait planté les rosiers qui fleurissaient encore chaque mois de juin sous ma fenêtre. Et elle a dû demander la voix à l'autre bout du fil. Chloé laissa échapper un soupir bref et impatient. Elle va dans un endroit avec les meilleurs soins. Tout est arrangé. Ne t'inquiète pas. Tous les papiers sont signés. Elle les a signés elle-même. Le mensonge était si audacieux, si complet, qu'il me vola l'air de mes poumons. Un souvenir refit surface. Brumeux et épais du brouillard de ma maladie, le visage souriant de Chloé. Sa main douce guidant ma main tremblante sur une pile de papier. Juste quelques autorisations médicales. Maman. Avait-elle roucoulé?
Pour que je puisse m'occuper de tout pour toi. Je lui avais fait confiance. Je l'avais aimée. Pendant 10 ans, elle avait été la fille parfaite. Celle que je pensais avoir eu tant de chance d'avoir. Maintenant, allongée, paralysée dans l'obscurité silencieuse, je comprenais. La représentation était terminée. Le rideau était tombé, et je voyais l'actrice pour la toute première fois. Mais cela, c'était à la fin. Pour comprendre comment le rideau est tombé, il faut d'abord voir la pièce. 1 an plus tôt, ma vie était peinte dans les couleurs douces et chaudes du contentement. Je vivais à Valombre. Un petit village de Provence où les gens se saluaient encore d'un signe de la main et où la plus grande nouvelle était le gagnant du concours de pétanque annuel. Ma maison était un solide masse en pierre que Richard et moi avions acheté quand nous étions jeunes et pleins de rêves. Après son décès, le mas était devenu mon sanctuaire. Un album vivant de notre vie commune. Chaque craquement du plancher était un murmure du passé. Chaque rayon de soleil qui filtrait par la fenêtre de la cuisine. Le souvenir d'un petit déjeuner partagé. Mes journées avaient un rythme doux. Les matins étaient pour le jardin. Je sortais avec le lever du soleil, les mains dans la terre, m'occupant des rosiers de Richard et de mon propre potager. Il disait toujours que j'avais la main verte, que je pouvais faire jaillir la vie de la terre la plus récalcitrante. Je parlais aux plantes, comme je lui parlais autrefois. Cela me faisait me sentir moins seule. Les après-midi étaient consacrés aux livres et à une tisane sur la terrasse ombragée par la glycine. Le chant des cigales en fond sonore. J'étais une professeure d'histoire à la retraite. Et j'avais toujours soif des récits du passé. Ma propre histoire me semblait simple et complète. J'avais eu une belle vie. Une magnifique maison et un fils merveilleux. Thomas était mon cœur. Architecte de renom à Aix-en-Provence. À 1 heure de route, il ne laissait jamais passer une semaine sans venir me voir. Il avait les yeux doux et les mains stables de son père. C'était un homme bon. Une âme douce. Et il était marié à Chloé. Oh. Chloé. Pendant 10 ans, Chloé avait été le joyau étincelant de la couronne de notre famille. Je disais souvent à ma meilleure amie et voisine, Martine, que j'avais gagné au loto des belles filles. Chloé était tout ce qu'une mère pouvait souhaiter pour la femme de son fils. Elle était belle, avec un sourire qui pouvait illuminer une pièce et un rire qui ressemblait à un carillon. Agent immobilier à succès. Intelligente et ambitieuse. Elle trouvait pourtant toujours du temps pour moi. Elle n'arrivait jamais les mains vides. C'était une tarte tatin encore tiède? Ça, recette de famille secrète? Ou une nouvelle orchidée pour le rebord de ma fenêtre parce qu'elle avait remarqué que l'ancienne se fanait. Elle s'asseyait avec moi pendant des heures, écoutant avec une attention captivée mes radotages sur mes années d'enseignement ou la fois où Richard avait essayé de construire une bibliothèque et avait failli faire tomber le mur. Elle me faisait me sentir intéressante. Elle me faisait me sentir chérie. Oh. Maman. Il faut que tu me racontes encore cette histoire de votre voyage en Camargue, disait-elle, les yeux grands ouverts avec ce que je croyais être une fascination sincère. Elle m'aidait à décorer pour chaque fête, transformant la maison en un pays des merveilles pour Noël et Pâques. Elle grimpait à l'échelle pour accrocher les guirlandes lumineuses pendant que je la dirigeais d'en bas. Le cœur gonflé d'un bonheur tranquille et profond. Je voyais comment elle regardait Thomas. Avec une telle adoration. Je voyais à quel point elle le rendait heureux. Et pour une mère, c'est le plus grand des cadeaux. Bien sûr, il y avait Martine. Martine Girard vivait à côté depuis 40 ans. Infirmière à la retraite. C'était une femme à la coiffure pragmatique et à l'attitude encore plus pragmatique. Sa vision du monde était une chose pratique, clinique. Elle voyait au-delà du vernis les problèmes potentiels sous-jacents.
Elle est un peu trop parfaite. Tu ne trouves pas? Me dit un jour Martine, penchée par-dessus le muret en pierre qui séparait nos jardins. Elle taillait ses lauriers roses avec des coups de sécateur rageurs. J'inspectais une tomate. Et je levai les yeux en souriant. Martine. Trop parfaite. Ça n'existe pas. C'est une fille formidable. Personne n'est aussi parfait. Éléonore. Grommela-t-elle. Ce n'est pas naturel. Toujours le sourire. Toujours le mot juste. On dirait qu'elle lit un scénario. C'est juste ton cynisme qui parle? Avais-je répondu en tassant la terre autour de ma plante. Tu penses que tout le monde a des intentions cachées. C'est parce que la plupart des gens en ont. Avait-elle rouspété. Je dis juste. Garde les yeux ouverts. Je n'ai jamais écouté. Pourquoi l'aurais-je fait? Mes yeux étaient grands ouverts. Et tout ce que je voyais était une belle fille aimante qui me traitait comme sa propre mère. Je la défendais avec ferveur. Elle a eu une enfance difficile. Martine. Ses parents étaient très froids. Elle veut juste la famille chaleureuse qu'elle n'a jamais eue. Est-ce si difficile à croire? Cela faisait généralement taire Martine. C'était l'histoire que Chloé nous avait racontée. Une histoire de négligence affective? De parents qui se souciaient plus de leur statut social que de leur propre enfant. Mon cœur se serrait pour elle. Et cela rendait son dévouement envers moi et Thomas d'autant plus précieux. Elle n'était pas seulement gentille. Elle se guérissait elle-même en construisant une nouvelle famille aimante. C'était un récit magnifique. Et j'en croyais chaque mot. Les 10 années passèrent dans un tourbillon de fêtes heureuses. De dîners de famille et de moments tranquilles de complicité partagée. Chloé et Thomas n'avaient pas d'enfants. Un soir, Chloé m'avait expliqué en larmes qu'elle avait des problèmes de fertilité. Et que c'était une source de grande tristesse pour elle. Elle disait qu'être mère était tout ce qu'elle avait toujours désiré. Je l'avais prise dans mes bras et lui avais dit qu'elle était déjà comme une fille pour moi. Et que c'était plus que suffisant. J'avais vu Thomas passer un bras réconfortant autour d'elle. Son propre visage marqué par une déception silencieuse. Mon cœur était avec eux. Je pensais que c'était ce secret partagé. Cette douleur partagée. Qui rendait leur lien si incroyablement fort. Ils semblaient avoir le mariage parfait. Ils se disputaient rarement. Du moins pas devant moi. Ils formaient une équipe. La force tranquille de Thomas était l'équilibre parfait de l'énergie vibrante de Chloé. Il était l'ancre. Elle était les voiles. Et ensemble, leur navire voguait magnifiquement sur les eaux de la vie. J'étais l'heureuse gardienne du phare, observant leur voyage depuis le rivage, satisfaite de savoir mon fils aimé et choyé. Je m'asseyais sur ma terrasse et je voyais leur voiture arriver dans l'allée. Chloé était la première à sortir, saluant d'un grand sourire ensoleillé, tenant déjà un sac de viennoiserie de la meilleure boulangerie d'Aix. « Bonjour maman !» criait-elle. « On est là !» Et mon monde semblait complet. Sûr. En sécurité. Comme ce sentiment était fragile. Comme il pouvait être facilement brisé. Je vivais dans une magnifique maison de poupées. Méticuleusement conçue. Et je n'ai jamais pensé à remettre en question les mains qui déplaçaient toutes les pièces. Je croyais à l'histoire qu'on me racontait. Parce que c'était l'histoire que je voulais croire. C'est une faiblesse humaine courante? Je suppose. On voit ce que l'on veut voir. Et je voulais voir une belle fille parfaite. Un fils heureux. Et une famille liée par un amour si fort qu'il pouvait tout surmonter. J'avais tort. L'amour n'était pas les fondations de notre maison. C'était juste un joli papier peint, recouvrant les fissures des murs. Et il n'a fallu qu'une petite secousse pour que tout commence à s'écailler. Cela a commencé un mardi. À la fin du printemps. L'air était doux.
parfumé par l'herbe fraîchement coupée et la promesse de l'été. J'étais dans le jardin, comme d'habitude, essayant de tutorer mes plants de tomates qui ployaient sous le poids des fruits verts. Le soleil était chaud sur mon dos, et je ressentais un sentiment de paix familier. Je me suis penchée pour arracher une mauvaise herbe tenace. Et en me relevant, le monde a basculé. Le ciel bleu et l'herbe verte se sont mélangés en un vortex de couleurs étourdissant. Une vague de nausée m'a submergée, et mes genoux ont fléchi. J'ai réussi à m'agripper au tuteur en bois pour ne pas tomber, mes jointures devenant blanches. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes comme un oiseau piégé. Le vertige n'a duré que quelques secondes, mais il m'a laissé essoufflée et terrifiée. Je me suis assise lourdement sur l'herbe, la tête entre les mains, attendant que le monde arrête de tourner. Ma première pensée fut, ne le dis pas à Thomas. Je ne voulais pas l'inquiéter. J'allais bien. C'était probablement juste la chaleur. Ou je m'étais levée trop vite. J'avais 68 ans. Après tout, ces choses arrivaient. Mais ce soir-là, quand Thomas a appelé pour son coup de fil quotidien, j'ai fait une erreur. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée. Et sans réfléchir, j'ai dit, bien. Mon chéri. Même si j'ai eu un petit vertige dans le jardin aujourd'hui. Le silence à l'autre bout du fil fut immédiat et lourd. Un vertige? Quel genre de vertige? Maman. Ça va? Tu veux que je vienne? Non. Non. Thomas. Ce n'était rien, dis-je rapidement, regrettant déjà mes paroles. Je me suis juste levée trop vite. Je vais parfaitement bien maintenant. J'ai bien dîné et je suis sur le point de lire mon livre. Je pouvais entendre la voix de Chloé en arrière-plan. Un murmure inquiet. Puis elle fut au téléphone. Sa voix était chargée d'inquiétude. Maman? Thomas m'a dit ce qui s'est passé. Tu es sûre que ça va? Tu devrais peut-être voir le docteur. Martin. Chloé. Ma chérie. Je vais bien. Ce n'était rien. Vraiment. Vous vous inquiétez trop tous les deux. On s'inquiète parce qu'on t'aime, dit-elle. Sa voix si pleine d'une affection sincère qu'elle fit fondre ma résolution. Tu sais quoi? On vient ce week-end. Pas de discussion. Je vais te préparer mon pot-au-feu et on va s'assurer que tu te reposes correctement. Je soupirai. Mais j'étais aussi touchée par son insistance. C'était Chloé. Toujours attentionnée. Toujours prête à tout laisser tomber pour moi. Les paroles cyniques de Martine me semblaient si lointaines et stupides à ce moment-là. Quand ils arrivèrent ce samedi, Chloé était en mode infirmière en chef. Elle s'activa dans la cuisine, me chassant vers le canapé. Toi. Tu t'assois. Repos. Ordre du docteur? Dit-elle avec un clin d'œil. Bien qu'elle ne soit pas médecin. Elle passa la journée à s'agiter autour de moi. Elle tapotait mes coussins. Elle m'apportait de la tisane. Elle prépara une énorme marmite de pot-au-feu qui emplit la maison d'un arôme savoureux et réconfortant. Elle insista pour ranger le salon, arrangeant les magazines sur la table basse en un éventail parfait. Thomas la regardait avec un air de pure adoration. Tu vois, maman, dit-il, s'asseyant à côté de moi. Je t'avais dit que j'avais épousé la meilleure femme du monde. Elle prend tellement bien soin de nous. C'est certain. Approuvai-je, sirotant le délicieux bouillon du bol qu'elle m'avait apporté. C'était bon de se faire dorloter. C'était bon d'être aimé. Ce soir-là, alors que nous étions assis ensemble dans le salon, la conversation prit un tour plus sérieux. Ce fut Chloé qui commença. Son ton doux et réfléchi.
Maman. Commença-t-elle, joignant les mains sur ses genoux. On parlait en venant. Et on ne veut pas te contrarier? Mais ce petit malaise que tu as eu. Ça nous a fait réfléchir. Je me raidis légèrement. Réfléchir à quoi? À l'avenir? Dit-elle doucement. Elle tendit la main et la posa sur mon bras. Son contact était chaud. C'est un grand mas. Éléonore. C'est beaucoup à gérer pour une seule personne. Le jardin. Les escaliers. Tout ça. Thomas hocha la tête en signe d'accord. Chloé a raison. Maman. On s'inquiète que tu sois toute seule ici. Et si quelque chose arrivait et que tu ne pouvais pas atteindre le téléphone? Un œuf froid se forma dans mon estomac. Je savais que ce mas était grand. Je savais que les escaliers devenaient plus difficiles. Mais l'idée de le quitter était comme l'idée de me couper un membre. Je vais bien, dis-je. Un peu plus sèchement que je ne l'aurais voulu. C'est ma maison. Bien sûr que c'en est une. Et c'est une maison magnifique, dit rapidement Chloé. Sa voix douce comme de la soie. On ne te suggérerait jamais de partir. Pas maintenant. On parle juste de planifier. Mettre les choses en place pour le long terme. Pour que tu n'aies jamais à t'inquiéter. Pour que nous n'ayons jamais à nous inquiéter. Elle présentait tout cela en termes de mon confort, de ma sécurité. Ses paroles étaient si raisonnables, si logiques. Elle parlait de choses comme vieillir chez soi et de plan de soins à long terme. Elle mentionna que peut-être, plus tard, une maison plus petite, de plein pied, ou une jolie résidence pour seniors pourrait être moins un fardeau. Tout cela ressemblait à de l'amour. Tout cela ressemblait à de l'inquiétude. Je regardais son visage sérieux et attentionné. Puis celui, inquiet, de mon fils. Ils formaient un front uni d'amour. Comment pouvais-je argumenter contre cela? Je suppose que c'est une chose à laquelle il faut penser. Concédai je, ressentant un étrange sentiment de malaise que je ne pouvais pas nommer. Exactement, dit Chloé en me serrant doucement le bras. Juste une chose à laquelle penser. Aucune décision. Maintenant? Qui veut une part de cette tarte au citron meringuée que j'ai apportée? Elle se leva et glissa jusqu'à la cuisine. Son sourire éclatant et rassurant. La conversation était terminée. La graine avait été plantée. Si subtilement que j'avais à peine senti son contact avec la terre. Un plan pour l'avenir. Mon avenir. Un avenir qui, je l'apprendrai plus tard, avait déjà été conçu sans mon consentement, pour son seul bénéfice. Mais cette nuit-là, tout ce que je voyais était l'amour d'une fille. Et j'ai mangé la tarte. Et je lui ai dit que c'était la meilleure qu'elle ait jamais faite. La graine que Chloé avait plantée resta en dormance pendant quelques semaines. La vie reprit son rythme normal et paisible. Le vertige ne revint pas. Et je parvins presque à me convaincre que ce n'était qu'un coup de chance. Une anomalie passagère dans une existence par ailleurs saine. Je continuais à m'occuper de mon jardin, à lire mes livres, à vivre dans le confort tranquille de ma routine. Mais quelque chose avait changé. De manière presque imperceptible. L'idée de ma propre fragilité, autrefois une abstraction lointaine, s'était un peu rapprochée. Chloé, cependant, ne laissa pas l'idée mourir. Elle la nourrit avec le même soin qu'elle semblait accorder à tout le reste. Son inquiétude, qui avait toujours été une présence réconfortante, avait maintenant un aspect plus aiguisé. Un nouvel objectif. Chaque appel téléphonique comprenait désormais une demande douce mais persistante. Tu manges assez? Maman? Je peux te faire livrer des repas équilibrés si tu es trop fatigué pour cuisiner.
Comment vont les escaliers aujourd'hui? Fais attention. 1. Tiens toujours la rampe. J'ai vu un article sur un nouveau service d'aide aux seniors pour l'entretien de la maison. On devrait peut-être y jeter un œil? Les gouttières auront bientôt besoin d'être nettoyées. Et je ne veux même pas que tu penses à une échelle. Chaque suggestion était enveloppée dans le langage de l'amour et de l'attention. Chacune était une petite brique raisonnable posée dans le mur d'un avenir qu'elle construisait pour moi. Quand je protestais, disant que j'étais parfaitement capable, elle soupirait doucement. Je sais que tu le es. Maman. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Mais s'il te plaît, laisse-nous simplement t'aider. Cela nous apporte, à Thomas et à moi, une telle tranquillité d'esprit. Comment pouvais-je refuser? Refuser son aide? C'était comme refuser leur amour. Cela semblait grossier et ingrat. Alors, j'acceptais. Je la laissais organiser un service de paysagisme pour s'occuper des travaux de jardinage les plus lourds. Même si la douleur dans mes muscles après une journée de bêchage était satisfaisante. Je la laissais engager une femme de ménage une fois par semaine. Même si j'avais toujours été fière de m'occuper de ma propre maison. Chaque nouvel assistant était un petit morceau de mon indépendance qui s'écaillait. Ma maison commençait à ressembler moins à la mienne et plus à un projet qu'elle gérait. Elle parlait au paysagiste. Elle laissait des instructions à la femme de ménage. Je devenais une résidente passive dans le musée de ma propre vie. Martine, bien sûr, le remarqua. Elle t'a complètement embobiné. Éléonore, dit-elle un après-midi en prenant la tisane sur ma terrasse. La femme de ménage passait l'aspirateur à l'intérieur. Le bruit un bourdonnement sourd. Elle ne fait que m'aider. Martine. C'est beaucoup pour moi de tout gérer toute seule. Tu as tout géré toute seule pendant une décennie? Souligna-t-elle, remuant sa tisane avec plus de force que nécessaire. Aider est une chose. Prendre le contrôle en est une autre. Elle te traite comme une enfant. Elle me traite comme une mère qu'elle aime. Corrigez-je. La voix ferme. J'aimerais que tu puisses voir ça. Martine prit une gorgée de sa tisane et me regarda par-dessus le bord de sa tasse. Ses yeux, habituellement si vifs et critiques, étaient empreints d'une douce inquiétude. Je vois une femme qui est très douée pour obtenir ce qu'elle veut. Je n'ai juste pas encore compris ce qu'elle veut. Je changeai de sujet. Je ne voulais pas l'entendre. Je ne voulais pas entretenir la moindre ombre de doute sur Chloé. Douter de Chloé. C'était douter de mon propre jugement. C'était admettre que pendant 10 ans, j'avais été aveugle. Et cela signifierait que la famille parfaite et heureuse que je voyais était un mirage. Il était plus facile. Bien plus facile. De croire au beau mensonge. L'été s'estompa dans les ors et les rouges chauds de l'automne. L'air devint vif. C'était ma saison préférée à Valombre. Les feuilles des platanes qui bordaient notre rue prenaient une teinte cramoisie brillante et ardente. Richard et moi avions l'habitude de faire de longues promenades en voiture dans le Luberon juste pour voir les couleurs. Chloé annonça qu'elle organiserait le réveillon de Noël cette année. Dans sa maison moderne et minimaliste d'Aix. C'est tout simplement trop pour toi. Maman, avait-elle dit au téléphone. Sa voix vive et décidée. Toute cette cuisine et ce nettoyage. Cette année, tu es l'invité d'honneur. Tu n'as qu'à te présenter et être fabuleuse. Une partie de moi était profondément déçue. Noël avait toujours été chez moi. L'odeur de la dinde rôtie et de la farce de ma grand-mère était tissée dans le tissu même des murs. C'était une tradition. Mais une autre partie de moi était fatiguée. L'idée de ne pas avoir à passer 2 jours debout dans la cuisine avait un certain attrait. Tu es sûre, ma chérie? Demandai-je. Absolument certaine.
C'est réglé. Thomas est ravi. Il a dit qu'il était temps que nous prenions soin de toi pour une fois. Et ainsi, pour la première fois en 40 ans, je n'étais pas l'hôtesse du dîner de Noël. Thomas vint me chercher en voiture. En fermant la porte de ma maison silencieuse et vide, un pincement de tristesse me frappa si fort qu'il me coupa presque le souffle. La maison semblait anormale sans la promesse de la famille et de la nourriture qui la remplissait. La maison de Chloé était charmante, bien qu'un peu froide à mon goût. Tout n'était que lignes épurées, murs gris et verts. C'était une vitrine, une maison de magazine. C'était immaculé. Mais elle n'avait pas d'âme. Il n'y avait pas de marque sur le sol où un enfant avait dérapé en chaussettes. Pas de taches décolorées sur le mur où un tableau aimé avait été accroché pendant des années. C'était une maison sans fantôme, sans souvenir. Le dîner fut exquis. Chloé était une hôtesse fantastique. La nourriture était délicieuse. La table parfaitement dressée. Mais cela semblait stérile. Ce n'était pas le chapon de ma grand-mère ou le gratin dauphinois légèrement brûlé préféré de Richard. C'était une affaire de traiteur. Réalisais-je en regardant les tranches de dinde parfaitement uniformes. Chloé avait externalisé la tradition. Pendant le repas, elle maintint la conversation légère et joyeuse. Mais après le dîner, alors que nous étions assis dans son salon blanc immaculé, elle aborda de nouveau le sujet. Elle le fit habilement, en le liant au fait. Je pensais justement aujourd'hui, dit-elle en regardant sa maison impeccable. Comme il est merveilleux d'avoir un espace facile à gérer. Cela nous donne tellement plus de temps pour profiter réellement de la vie. Au lieu de simplement entretenir les choses. Elle tourna son sourire éblouissant vers moi. Tu ne te sens pas détendue, maman? Sans avoir à te soucier de rien? C'est très agréable. Ma chérie, dis-je, sentant une familiarité défensive monter en moi. Thomas, somnole à cause de la dinde et du vin? Hocha la tête. Elle a raison. Maman. C'était tellement plus facile pour toi. Je dis juste. Poursuivit Chloé, pressant doucement son avantage. La vie est faite pour être vécue. Ta maison devrait te servir? Tu ne devrais pas être esclave de ta maison. Et en vieillissant, nos besoins changent. Elle donnait à cela un air si sage, si moderne. Mon amour pour mon vieux mas tentaculaire me parut soudain stupide, démodé. Un attachement sentimental qui me freinait. Elle peignait le tableau d'une nouvelle vie insouciante pour moi. Une vie où je serais déchargée. Une vie dans un espace plus petit. Plus gérable. On a vu une adorable résidence de petite villa juste à l'extérieur d'Aix. Mentionna-t-elle nonchalamment. Comme si l'idée venait de lui traverser l'esprit. Elles sont toutes neuves. De plein pied. Un petit lopin de jardin pour chacune. Un clubhouse avec des activités. C'est pour les seniors actifs. Ce n'est pas une maison de retraite. C'est un choix de vie. Elle utilisait tous les bons mots. Le langage marketing soigneusement élaboré. Conçu pour faire de la perspective terrifiante de quitter sa maison une aventure excitante. Thomas parut intrigué. Vraiment? Où ça? Oh. À quelques kilomètres de chez nous. Je pourrais y emmener maman demain. Juste pour voir. Ça ne coûte rien de regarder. N'est-ce pas? Je sentis une vague de panique. Ça allait trop vite. Il passait des idées abstraites à des lieux concrets. Je ne veux pas déménager. Dis-je. Ma voix calme mais ferme. Ma maison est à Valombre. Mes amis y sont. Mes souvenirs y sont. Le sourire de Chloé ne faiblit pas. Mais je vis une lueur dans ses yeux.
De l'impatience? De la frustration? Ce fut aussi rapide que l'éclair. Bien sûr. Maman. Je te l'ai dit. Ce ne sont que des paroles. Juste pour explorer les options pour l'avenir? Dit-elle. Sa voix dégoulinant de raison. Nous ne te forcerions jamais. Jamais à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Ton bonheur est la chose la plus importante pour nous. Tu le sais. Elle se leva et commença à débarrasser les assiettes, signalant la fin de la conversation. Thomas me fit un sourire rassurant, inconscient des courants sous-jacents que je ressentais. Il n'entendait que les paroles aimantes de sa femme. Il ne sentait pas la pression derrière elle. Le trajet du retour le lendemain fut silencieux. Thomas essaya de faire la conversation. Mais mon cœur était lourd. Quand il se gara dans mon allée, je ressentis un profond soulagement. J'étais à la maison. Je me précipitai hors de la voiture et mis ma clé dans la serrure, impatiente de retrouver mon sanctuaire. En franchissant le seuil, je fus frappée par l'odeur de vieux livres, de cire au citron, et le parfum faible et persistant du tabac à pipe de Richard. Un fantôme d'odeur que j'étais sûre d'être la seule à pouvoir encore sentir. C'était mon lieu. C'est là que j'appartenais. Martine avait tort. Chloé pouvait faire tous les plans qu'elle voulait. Je n'irais nulle part. Ce mas était ma forteresse. Mon dernier bastion. Je sentis une vague de force rebelle. J'étais Éléonore Dubois. J'étais professeure, épouse, mère et jardinière. Je n'étais pas une vieille femme faible à gérer et à déplacer comme un meuble. Je passais les semaines suivantes à me réapproprier mon espace. Je renvoyais la femme de ménage, disant à Chloé que l'exercice me manquait. Je laissais partir les paysagistes, insistant sur le fait que le jardin était ma thérapie. Je ressentis un sentiment de victoire, d'avoir repoussé la marée. Chloé, à ma surprise, ne discuta pas. Elle fut gracieuse. Tout ce qui te rend heureuse, maman, avait-elle dit. Si tu te sens d'attaque, c'est merveilleux. Je pris son acquiescement pour une reddition. Je pensais avoir gagné. Je ne réalisais pas qu'elle ne faisait que changer de stratégie. Si je ne me laissais pas persuader de quitter ma forteresse, elle attendrait simplement que la forteresse tombe. Et elle n'eut pas à attendre longtemps. L'AVC est survenu un matin froid de janvier. Ce fut soudain, brutal, et sans avertissement. Un instant, j'étais dans la cuisine, attrapant la cafetière. L'instant d'après, un éclair de douleur traversa ma tête. La tasse de café glissa de ma main et se brisa sur le sol. Le côté gauche de mon corps se dissolut dans le néant. Le monde devint noir. Ma dernière pensée consciente avant que l'obscurité ne m'engloutisse fut simple et terrifiante, Martine avait raison. Quand je me suis réveillée, le monde était un flou de blanc. L'odeur stérile d'antiseptique remplissait mes narines. J'étais dans un lit d'hôpital. J'ai essayé de m'asseoir, mais mon bras et ma jambe gauche ont refusé d'obéir. J'ai essayé d'appeler, mais le seul son qui est sorti était un gémissement guttural et confus. Thomas était là. Son visage pâle et tendu, ses yeux rougis. Et à côté de lui, lui tenant la main, se trouvait Chloé. Son visage était un masque parfait de chagrin et d'inquiétude. Elle se précipita à mon chevet, sa main fraîche sur mon front. « Oh, maman !» murmura-t-elle, des larmes perlant dans ses beaux yeux. « Tu nous as fait une de ces peurs. Mais tu vas t'en sortir. Nous sommes là. Nous allons nous occuper de tout. » J'ai regardé dans ses yeux remplis de larmes, et pour la première fois, je l'ai vu. J'ai vu au-delà de la performance brillante.
profondément derrière le masque de la belle fille aimante. J'ai vu la lueur froide et calculatrice de la victoire. La forteresse était tombée. Et elle se tenait aux portes, prête à réclamer le butin.